C'est en Cornouailles que la romancière anglaise Daphné du Maurier a imaginé ses intrigues machiavéliques. Le réalisateur Alfred Hitchcock a adapté 3 de ses romans, L'Auberge de la Jamaïque, Rebecca et Les Oiseaux. Rebecca est devenue un succès planétaire, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et traduit dans toutes les langues. Daphné du Maurier a écrit une vingtaine de romans et de très nombreuses nouvelles. Et pourtant, c'est Rebecca qui hante l'œuvre et la vie de l'auteur. En 1937, Daphné du Maurier a 30 ans. Elle a déjà écrit plusieurs romans à succès, notamment L'Auberge de la Jamaïque. Elle doit malgré tout suivre son mari, le major Frederick Browning, en poste à Alexandrie. Pour Daphné, qui aime tant la solitude, la vie mondaine des femmes de militaires est un supplice. La chaleur étouffante et les odeurs l'incommodent. La mer de Cornouailles hante ses pensées. En quelques mois, elle écrit le premier jet de Rebecca. Le roman se déroule à Manderley, en réalité Menabili, ce manoir à l'abandon que Daphné et sa sœur ont découvert un après-midi d'automne. Pour moi, l'idée d'une nouvelle surgit très souvent par accident. Comme pour un roman, elle infuse lentement, mais par son ampleur, un roman va puiser plus profondément dans la vie émotionnelle. Quelque chose commence à monter en vous de manière irrépressible. À votre insu, le roman se met à s'immiscer dans votre vie. C'est un peu comme attendre un enfant. Il grandit en vous, il devient une partie de vous-même, comme un double. Feel this. It was a Christmas present from Mr. De Winter. He was always giving her expensive gifts, the whole year round. I keep her underwear on this side. They were made specially for her by the nuns in the convent of St. Clair. Le thème, c'est la jalousie. La jalousie de la narratrice envers Rebecca, la première femme de Maxime. J'étais tombée un jour sur des lettres écrites de Jane Ricardo, l'ex-fiancée de mon mari. C'étaient des lettres innocentes et sans importance, mais préservées dans le temps. L'écriture, tracée d'une main ferme, révélait que cette femme était beaucoup plus sûre d'elle et audacieuse que moi. Both Rebecca De Winter and the new Mrs. De Winter are part of Daphne's own character. So Rebecca has the independence, she has the power, she likes to sail, so she has lots of qualities of Daphne herself. But so does the new Mrs. De Winter, the shyness, feeling ill at ease in social situations. So Daphne splits her own personality in these two women in the novel. La nuit dernière, j'ai rêvé que je retournais à Manderley. Dans cette première scène, la narratrice se déplace comme dans un rêve éveillé, une notion inventée par le grand-père de Daphné, Georges du Maurier, né à Paris en 1834 et mort en 1896. Comme beaucoup de ses contemporains, il pratique l'hypnose. Musicien, artiste peintre, dessinateur satirique, il acquiert une renommée internationale grâce à ses 2 romans, Peter Ibbotson et Trilby. Lorsque Daphné voit le jour le 13 mai 1907, le nom du Maurier est déjà un patronyme célèbre. Ses parents vivent dans l'élégant quartier de Hampstead, au nord de Londres, selon les codes de l'époque victorienne. Ils mènent grand train et reçoivent avec faste toute la gentry londonienne. Mais ils sont aussi des artistes bohèmes. La légende familiale raconte que les Du Maurier étaient des aristocrates ayant immigré en Angleterre pendant la Révolution française, abandonnant derrière eux leurs châteaux et leurs terres.
Cette famille était très très fière de son sang français. Et d'ailleurs, elle avait appris à prononcer son nom. Elle ne disait pas du Maurier, mais du Maurier. Daphné découvrira beaucoup plus tard qu'ils n'étaient que de simples souffleurs de verre criblés de dettes. Mais la version romanesque n'avait jamais été remise en doute ni par son grand-père ni par son père Gérald, un des acteurs les plus populaires de sa génération. Il était l'acteur fétiche de Barry, qui était donc le père de Peter Pan, cette fameuse pièce qui a été tellement importante dans l'éducation et dans l'imaginaire des trois sœurs du Maurier. Sa mère était actrice aussi, elle s'appelait Muriel Beaumont, mais elle a arrêté de jouer quand elle s'est mariée. Et donc le théâtre, le monde du spectacle avait beaucoup d'importance pour la famille du Maurier. Daphné appelait ça « the land of make-believe », vraiment le pays imaginaire qui le relie d'ailleurs à Peter Pan. Et puis surtout, il y avait ce père, insupportable pour certains, admirable et drôle comme tout pour d'autres, le père acteur, capable d'imiter des gens derrière leur dos, de faire des grimaces, de faire hurler de rire tout le monde. Chez les Du Maurier, on parle en langage codé, on joue la comédie. Daphné se déguise en Peter Pan ou se met dans la peau d'Éric Avon, cet alter ego masculin qui lui permet de troquer ses robes contre des vêtements de garçon. Elle devient ainsi un héros flamboyant qui se bat contre des dragons pour sauver ses sœurs déguisées en princesses. Daphné voulait être ce fameux garçon que son père aurait tellement aimé avoir. Il y a même d'ailleurs écrit ce poème très maladroit au moment où elle a eu 13-14 ans. Dans le cœur silencieux de la nuit, je m'éveille parfois et songe. Oui, ma petite chérie a sans doute raison. Si ça ne tenait qu'à moi, son père, elle serait née garçon. Daphne, at 10, was taken to the first night, as she always was to any of her father's plays, Dear Brutus, which became one of his most famous plays. She saw her father playing her father. She saw that she had been pegged on the little girl, as Barry would do. And it was about a man who was fed up with life and felt he'd let it go by. And he goes out into a magic wood and he makes an imaginary daughter. And the play is mostly about the relationship between the father and the daughter, and the relationship is very odd. He's crawling all over her and so on and so forth. It is sort of bordering on incestuous. And she watched her father in the last act rub this imaginary girl out of his life. And she was so caught up with it, she burst into tears and ran from the audience. Alors moi, ce qui me frappe dans Daphné adolescente, c'est l'image d'elle à Cannon Hall. L'image d'une jeune fille pas timide, mais qui n'aimait pas le contact avec les autres, en tout cas les gens qu'elle ne connaissait pas, qui était bien obligée de jouer son rôle de jeune fille de bonne famille, mais quelqu'un qui déjà avait son univers. Elle se baladait aussi avec un crayon derrière l'oreille et un carnet, puisqu'elle prenait des notes, tenait déjà son journal. Donc, une adolescente qui n'avait rien à voir avec sa sœur Angela ou sa sœur cadette Jeanne. Elle était déjà dans son univers bien à elle. À cette époque, je n'étais jamais moi-même. Je m'identifiais aux personnages des livres que je lisais ou à ceux qui m'intéressaient sur le moment. Des poèmes et des nouvelles commençaient à jaillir de ma plume, mais ils étaient rarement aboutis. Daphne du Maurier had a huge number of literary influences. She was an incredible reader when she was younger, getting through up to 4 or 5 books a week. The Brontes were a huge influence on her work, and she continued to read the Brontes all the way through her life. She was also reading French literature, Maupassant and Zola. She read everything she could get her hands on.
Daphné du Maurier est partie vivre en France en 1926, à Meudon, dans ce qu'on appelait un finishing school, un pensionnat pour jeunes filles, assez chic. Elle a fait la rencontre de la directrice du pensionnat, une certaine Fernande Yvon, qui avait 12 ans de plus qu'elle. Très piquante, très drôle, very French, très française. Au fait, cette femme dont je vous parlais, Mademoiselle Yvon, une attraction fatale. Elle m'a complètement ensorcelée, me voilà prise dans ses filets. Daphné décrit cette espèce d'attirance qu'elle a ressentie pour Fernande Yvon, comme si c'était Éric Avon, tout d'un coup, qui avait envie d'offrir des fleurs à Fernande. C'était des gestes presque masculins qu'elle avait vis-à-vis de cette femme. Elle considérait qu'au fond d'elle-même vivait un garçon dans une boîte, ce qu'elle appelait « the boy in the box ». Au bras de Fernande, Daphné découvre le Paris des années 20, les cafés de Montparnasse, où l'on croise les auteurs américains, Gertrude Stein, Hemingway ou Fitzgerald. Encouragée par Fernande, Daphné se met à écrire des nouvelles, notamment La Poupée, refusée par les éditeurs, scandalisés que cette jeune fille de bonne famille puisse en être l'auteur. Daphne herself is really interested in thinking about the role of the modern woman, particularly the sexually independent modern woman. And we see that coming through in her very early story, The Doll, in which the main character, Rebecca, perhaps a model for her later Rebecca de Winter, has this doll, possibly some kind of sex doll, that she's able to control, and she asserts her independence away from the male narrator through her control of this doll. À regret, Daphné doit quitter Paris. Sa relation avec Fernande reste passionnelle, mais elle a 20 ans et elle est grisée par son pouvoir de séduction. En 1928, Londres est en pleine ébullition. Grâce aux suffragettes, les femmes britanniques accèdent au droit de vote. Le Bloomsbury, ce cercle d'artistes et d'intellectuels de Cambridge, qui rejette en bloc les principes de l'ère victorienne, domine la scène artistique. Virginia Woolf publie Orlando, ce célèbre roman où le héros change de sexe au cours du récit. Daphné et ses sœurs sont devenues des jeunes femmes qui affichent elles aussi leur indépendance. Contrairement à l'atmosphère exaltante qui règne à Londres, Cannon Hall est pesant. Gérald ne supporte pas que ses filles lui échappent. Quand Daphné se fait raccompagner par son flirt, le jeune réalisateur Carol Reed, il la soumet à des interrogatoires humiliants. Gérald s'appuie sur les principes victoriens pour reprocher à ses filles leur comportement, alors que lui-même ne s'est jamais caché de ses infidélités. Sans le regard encourageant de Fernande, Daphné peine à écrire. Elle se languit de leur complicité et broie du noir. Ses parents s'inquiètent de son air mélancolique. Daphné a toujours aimé le grand air et les Du Maurier décident d'acheter une maison au bord de la mer. C'est à contre-cœur qu'elle accompagne sa famille en Cornouailles. Mais lorsqu'elle aperçoit la lande, elle est instantanément séduite. Elle retrouve les sensations de ses lectures d'adolescente, Jane Eyre, Léo de Hurlevent. She loved the fact that she lived in a land that had myths and legends associated with it. Cornwall was very remote from cosmopolitan England, from London, from the society of theatre and writers that she had grown up in. And one thing that appealed to her about Cornwall was that it seemed to be telling stories that had very deep, long histories, but also that captured something of a kind of eternal
note of sadness and suffering. Loin de Londres et des conventions, Daphné se sent libre. Elle passe son temps à arpenter le village de Foy et ses alentours. Elle se fait des amis parmi les pêcheurs et apprend à naviguer. Lorsque sa famille rentre à Londres, elle demande à ses parents l'autorisation de rester seule dans leur nouvelle maison, Ferryside. Un jour, en me promenant vers Pond Creek, je suis tombée sur une épave de goélette nommée Jane Slade. Elle gisait dans la vase, abandonnée. Sa coque pourrissait, mais sa figure de proue aux couleurs vives défiait fièrement le passage du temps. C'est alors qu'un membre de la famille Slade est arrivé avec une grande boîte remplie de lettres et de papiers de famille. Le soir même, je les avais tous lus. L'encre presque effacée me ramenait au début du 19e siècle. Il y avait quelque chose de très intime dans ces lettres. J'avais l'impression d'ouvrir des cercueils et d'examiner les morts. Le lendemain, je n'arrêtais pas d'y penser. Et j'ai réalisé qu'il y avait assez de matière pour écrire un roman. Daphne was not a modernist. She was, in a sense, a good old-fashioned storyteller. She believed in narrative. She believed in character. She told page-turners. She was quickly successful with The Loving Spirit, and her subsequent novels made her a popular writer, which removed her from the elite group of modernist writers and took her away from cultural respectability, if you like. Daphné a 25 ans. Portée par le succès de L'amour dans l'âme, elle s'exerce à différents styles. Elle écrit Jeunesse perdue et La fortune de Sir Julius, où un père possessif noie sa fille. Elle ne craint pas la réaction de Gérald. Grâce à ses droits d'auteur, elle commence à devenir financièrement indépendante et s'affranchit de son père. Si l'écrivain maîtrise ses personnages, le succès de ses romans génère dans sa vie des événements imprévisibles. Un jour, elle est avec sa sœur à Ferryside et tout d'un coup, sa sœur lui dit mais il faut que tu viennes voir. Il y a un brin absolument menaçant. Alors, menaçant en code du Maurier, ça veut dire à tomber par terre, incroyablement beau. Il y a un brin qui est en train de faire un aller-retour dans un bateau blanc. Il faut que tu viennes voir ça. Donc, Daphné monte. Et effectivement, il y a un magnifique jeune homme qui a l'air de passer devant la maison en essayant désespérément de regarder quelque chose. Et puis, elle va découvrir assez vite qu'il s'agit du tout jeune Major Browning, un homme avec une apparence très forte, un homme très viril, mais intérieurement très fragile. Et ce jeune homme avait entendu parler de Daphné du Maurier, avait vu sa photo, avait lu son premier roman, The Loving Spirit, et leur histoire a commencé comme ça. Même amoureuse, Daphné n'est pas pressée de se marier. Mais Tommy, plus âgé et plus conventionnel, ne veut pas d'une relation sans engagement. 3 mois plus tard, c'est elle qui le demande en mariage. La cérémonie aura lieu dans l'intimité, à 7h du matin, dans l'église de l'Antéglos, comme l'héroïne de son premier roman, L'amour dans l'âme. Les Browning auront 2 filles, Tessa et Flavia, puis un fils Christian, qu'ils surnomment Keats. Gérald apprécie beaucoup Tommy Browning, mais le mariage de sa fille préférée ne fait qu'aggraver sa mélancolie. Il meurt d'un cancer 2 ans plus tard. Her father was really interested in birds and used to go bird spotting and used to actually buy them and set them free when she was a child. So I think she always knew how important birds were and how much her father loved them, and so she loved them too. When he died, she didn't go to his funeral. She went on to Hampstead Heath and let some birds go. But then her father died and she wrote his biography, and that really brought her to people's attention, I think, because it was a very candid biography at the time. It was quite, she was quite open about her father, quite shocked
his contemporaries who were concerned that their daughters might write similar biographies about them, because it was quite candid and open in what she said about him. La biographie de Gérald est la première collaboration de Daphné avec son nouvel éditeur, Victor Gollancz, qui devient un précieux collaborateur. Après l'Auberge de la Jamaïque, avec lequel Daphné a démontré sa maîtrise du roman populaire, Gollancz lui donne une avance de 1000 livres pour son prochain roman, soit 18 mois de salaire de son mari. Lorsqu'il reçoit les premiers chapitres de Rebecca, il décide d'investir dans une campagne publicitaire massive et sans précédent. Pour attirer le lectorat féminin, il présente Rebecca comme un roman sentimental, ce qui déplaît fortement à Daphné. Announcing the return of the most glamorous motion picture ever made, David O. Selznick and Alfred Hitchcock bring you the Grand Slam. En 1939, le producteur hollywoodien David Selznick engage Alfred Hitchcock pour adapter Rebecca, dont seule la fin sera remaniée. Le film est un succès mondial. Hitchcock, with adaptation of Rebecca, he had to make some changes because Maxim kills Rebecca, but he's in many ways the hero of the story. And it was very problematic at that time to show a hero getting away with murder. I think there's a number of reasons why Hitchcock was very attracted to du Maurier's work, partly because he was fascinated by tales of suspense, thrillers, mystery. That was something he was really interested in. But I think also because du Maurier is a very visual writer. She translates to the cinema screen very well. So I think that's one of the things that Hitchcock saw in her work. La guerre approche. Tommy doit rejoindre son régiment au nord de Londres. Daphné et les enfants l'accompagnent, mais il est de plus en plus nerveux. Il fait partie des jeunes gradés traumatisés par la Première Guerre mondiale. Daphné écrit quelques nouvelles pour un mouvement pacifiste, adapte Rebecca pour le théâtre, puis elle tombe sous le charme du gentleman farmer qui l'éloge et lui inspire une histoire d'amour, la crique du français. En écrivant, Daphné se laisse piéger par ses personnages. Sa relation avec son hôte devient ambiguë et sa femme les retrouve dans une situation embarrassante. Pour éviter un scandale, Daphné s'en va précipitamment avec ses 2 filles et son dernier-né. Londres est sous les bombes, Daphné se réfugie en Cornouailles. En 1943, Daphné a 36 ans et grâce aux droits d'auteur de Rebecca, elle est une femme riche. Elle demande au propriétaire de Menabili, le docteur Rashley, de lui louer son manoir. À la grande joie de Daphné, il accepte. C'est alors que tout a commencé. Pas la bataille d'Angleterre ou l'offensive de l'Europe affaiblie que mon mari commandait depuis l'Afrique, mais mon combat personnel pour m'installer à Menabili avant l'hiver. Vous devenez folle, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de chauffage, vous ne trouverez jamais de domestique, c'est impossible. L'été cédait sa place à l'automne, l'automne à l'hiver, et en décembre, les camions de déménagement sont arrivés. La folie avait fini par payer. And she literally loved the house. Her children would say she would put her arms out to the walls and hug the house. She absolutely loved it. Victor Gollancz demande à son auteur phare de recevoir une photographe pour la publicité de ses livres. Cette séance photo est l'occasion de fou rire entre Daphné et ses enfants, à qui elle a transmis son sens de l'humour très du Maurier, moqueur et incisif. Les images montrent Daphné en mère de famille accomplie. En réalité, tout ce qui concerne la maison est confié aux domestiques, les enfants à des nurses et à la fidèle gouvernante Todd. I think domestic life was very problematic for Daphne du Maurier. She couldn't cook. She bought in
domestic help. She didn't really notice that there were kind of creatures in the attic. There were rats running up and down the walls. For her, being a mother was really about being a sort of friend and a kind of role model rather than being a carer. She was not really a caring mother. Though she did express very different feelings towards her children, and she was very cuddly towards her son. Quand nous sommes emménagés à Menibili, c'était l'hiver, il faisait tellement froid. I used to read a lot, and my sister rode, she had a pony, so she loved riding, and my brother used to play with it. We used to play with the other children from the farm, and so we spoke, as children, we were bilingual in Broad Cornish, which you don't really hear these days. I had 2 goats, which I loved, and yes, I was very, very fond of them, and came in once and they jumped on the piano and knocked off over the flowers. My mother loved arranging flowers. She was a great flower arranger, and we always had the house with a lot of flowers. So she was not pleased when the goats had knocked over the flowers onto the piano. Je ne l'aimais pas beaucoup, cette maison. J'avais trouvé que c'était un peu mystérieuse, trop mystérieuse, cette maison. En ce jour, en cette nuit, elle est à moi et je suis à elle. À minuit, alors que les enfants dormaient et que tout était silencieux et immobile, je m'asseyais au piano en regardant les boiseries et tout doucement, sans témoin, en chuchotant, la maison murmurait ses secrets et ces secrets se transformaient en histoire. Pendant ces moments, d'une manière étrange et inquiétante, nous ne faisons qu'un, la maison et moi. I think she liked the idea that this was, as it were, a sort of castle where she could imagine she was a figure from history. She could imagine she could imagine all the generations of people and lives that had existed there before her. Dans sa cabane au fond du jardin, Daphné s'isole et imagine son premier roman à Menabili, Le Général Roi, qui se déroule entre ses murs et lui est inspiré par les ancêtres des Rachelais. Quand elle était en train d'écrire ce livre-là, elle nous a raconté les chapitres, peut-être, qu'elle a écrits pendant ce jour-là, oui. Au début de l'année 1945, Daphné est contrariée par l'annonce du retour de Tommy. Elle a pris l'habitude de vivre seule et craint qu'il ne perturbe ses habitudes de travail. Lorsqu'ils se retrouvent, après 4 ans de séparation, la vie commune est difficile. Pourtant, Tommy fait des efforts. Lorsque ses fonctions le rappellent à Londres, il présume que Daphné et les enfants l'accompagneront. À un moment, il lui dit « Ce serait bien que tu reviennes vivre à Londres avec moi ». Elle n'hésite pas une seconde. Elle lui dit « Mais non, je viendrai de temps en temps quand c'est nécessaire ». Donc, chaque week-end, Tommy Browning prenait son train et redescendait pour être avec sa famille en Cornouailles. Et il y a une dualité permanente dans la vie de Daphné du Maurier, parce qu'il y a Daphné du Maurier, l'écrivain. Elle est en général très seule. Elle aime cette solitude. Et ses enfants et sa famille ont appris à respecter cette solitude. Et puis, il y a Lady Browning, puisqu'effectivement, son mari est anobli après la guerre. Il est nommé trésorier de la jeune princesse Élisabeth, la future reine. Et là, elle doit aussi rentrer dans le rang. Régulièrement, Daphné doit se rendre à Londres pour accompagner son mari à Buckingham. Une fois ses problèmes vestimentaires résolus, elle n'est pas insensible au faste des cérémonies. À Balmoral, elle rencontrera la reine-mère qui apprécie ses romans. Néanmoins, elle redevient parfois le personnage de la jeune et timide Mrs. de Winter. J'avais l'impression que j'allais tomber de ma chaise. Quel soulagement d'être enfin rentrée à la maison. She married
an army major who went to work for the royal family, for heaven's sake. You know, the Duke of Edinburgh came and stayed overnight in her home. She was part of an establishment marriage, and she wanted to be an establishment figure. She wanted to do the right thing by her husband and children. But at the same time, there was what she called the boy in the box. There was the sort of masculine side of Daphne du Maurier, which she kept trying to put the lid on. And the masculine part was, I think, what she identified as the free, the liberated, the adventurous part of herself. En 1947, Daphné du Maurier est un auteur mondialement connu. L'adaptation de Rebecca par Hitchcock est un succès international. Et un jour, catastrophe, son éditeur américain l'appelle, Nelson Doubleday, et lui dit en fait qu'il faut qu'elle vienne puisqu'il y a une certaine madame Edwina MacDonald qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Blind Windows. Et soi-disant, cette nouvelle aurait inspiré Daphné du Maurier pour écrire Rebecca. Alors, of course, she hadn't done anything of the sort, but she had to then go to America to answer this plagiarism charge. Et elle est très angoissée parce qu'elle, d'abord, ne sait pas ce qu'elle va dire face à ces juges, puisqu'il y a un procès. Elle va devoir être devant la presse, des journalistes, des gens qui vont lui poser toutes sortes de questions. Et donc elle arrive sur ce paquebot, dans un certain luxe, il faut bien le dire, parce que ces éditeurs américains l'a gâté, et c'était vraiment un auteur qui vendait beaucoup, donc on l'a chouchouté. Et là, sur le bateau, il y a cette fameuse Hélène Doubleday, qui est donc la femme de Nelson Doubleday, qui était venue la chercher pour la ramener. Et là, Daphné du Maurier va tomber raide, dingue, amoureuse de cette femme. Eric Avon sort de sa boîte, le garçon dans la boîte explose. In some ways, Ellen had some of the characteristics of Rebecca de Winter. She was incredibly attractive, she was a great hostess, she socialised with all sorts of different people, and Daphne immediately was fascinated by Ellen. Pendant plusieurs jours, bouleversée par l'apparition de la femme de son éditeur, Daphné évite les salons du paquebot, mais les attentions délicates d'Hélène la rendent irrésistible. Dans leur propriété de Long Island, Nelson et Hélène Doubleday la reçoivent comme une reine. Le luxe raffiné de la maison bien chauffée l'enchante. Telle Rebecca de Winter, Hélène règne sur son domaine et régit son monde avec aisance. Tous les jours, un chauffeur conduit Daphné à Manhattan, où se déroule le procès. Dans l'immense Cadillac, elle se remémore ses échanges passionnés avec Hélène. Face aux juges américains, les interrogatoires sont un supplice. Comment leur expliquer que Rebecca est née de sa jalousie pour l'ex-fiancé de Tommy et qu'elle est aussi une part d'elle-même? Coupable de ses infidélités réelles et imaginaires, Daphné est terrorisée. S'il savait. Sa vie n'est qu'un tissu de mensonges. She came back to Menabilly, to Mandalay, and she had won the court case anyway, it didn't matter. But she had been shaken out, really, of the path that she was on. Son mari est venu la chercher quand elle est arrivée à Londres. Elle était une loque et elle s'est effondrée. Et elle s'est effondrée parce qu'elle s'est rendue compte à quel point Hélène Doubleday avait une emprise sur elle. Reality and fantasy, came together and didn't mix, and she had a breakdown. What I'm absolutely convinced is that she had a nervous breakdown, which is not some light little sickness, because for the first time she realized that this whole
fantasy world in which she lived was getting out of hand again, as indeed they'd worried that it had been before in the 1920s, before she started living at Ferryside. And she went back with all kinds of good intentions to try and pull back on what was going on. Unfortunately, she wrote a play called September Tide. Comme toujours, l'écriture est son exutoire. En 2 semaines, Daphné imagine une pièce qui met en scène un amour interdit entre une belle-mère et son beau-fils. Quand les actrices sont choisies pour jouer le rôle de Stella, toutes les grandes actrices du moment se battent pour prendre ce rôle parce que c'est un très beau rôle pour une actrice de 40-50 ans. Et c'est la fameuse Gertrude Lawrence qui est choisie, l'actrice avec un accent cockney. La très belle actrice était une des nombreuses maîtresses de Gérald du Maurier, le père de Daphné. Gertrude Lawrence was really the last one. He was always being flattered by women, and there's this sort of thing that they used to talk about his stable of women as if it was some sort of joke and just accepted. And he talked to the girls about it, which seems really odd. And Muriel must have known and must have been very hurt. Mais ce qui est incroyable, c'est quand Gertie a commencé à jouer le rôle de Stella sur scène, Daphné avait l'impression que Gertie prenait les traits d'Hélène sur qui elle avait façonné Stella. Et donc, il y a eu une sorte de transfert amoureux. Daphné s'est sentie attirée par Gertrude Lawrence. Yes, and that's a strange relationship. They were very close. Gertrude was such a different person. She was so full of fun and daring, and, you know, suddenly Daphne was sort of prepared to leave Menabili and go chasing off around the country with Gertrude and the play and everything. So it was a crazy time for Daphne, really. Malgré la présence de Gertie, Daphné est toujours obnubilée par la belle américaine. Mais Hélène garde ses distances pour éviter que son amie ne se fasse des illusions. La frustration de Daphné servira de moteur à l'écriture de Ma cousine Rachel. Ce roman déclenche l'enthousiasme des lecteurs, et pour une fois, les critiques lui reconnaissent la même puissance que Rebecca, en plus vraisemblable. C'est vrai, ce qui est très intéressant avec My Cousin Rachel, qui est donc l'histoire d'un jeune homme, là aussi, on est dans la Daphné qui reprend Erika von son alter ego. Ce jeune homme va tomber fou amoureux d'une femme plus âgée. Remember, once I told you there was nothing else I needed but the warmth and comfort of these 4 walls. I remember. I was wrong. I know now that there's something else. Are you very sure of that? More sure than of anything else on earth. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ellen Doubleday. C'est un livre qui montre une femme mi-ange, mi-démon. On ne sait pas vraiment si cette fameuse Rachel, Hélène, With a heart full of love and gratitude. est une empoisonneuse ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en écrivant ce livre, Daphné du Maurier a réussi à se débarrasser de ce qu'elle appelait cette patère, ce peg, littéralement une patère à laquelle elle accrochait un panachage de fantasmes, de réalité. C'était ce qui lui permettait d'écrire, c'était peut-être aussi ce qui lui donnait ses intensités. Comme si elle avait mis dans ce livre tout ce dont elle voulait se libérer, dont l'emprise d'Hélène, dont peut-être ce qu'elle a vécu avec Gertie.
Daphné enchaîne avec l'écriture d'une série de nouvelles macabres. Les oiseaux, la plus inquiétante, sera adaptée quelques années plus tard par Hitchcock en panne d'inspiration après Psychose. Beautiful cage, fresh water, no other birds to bother you, none of that blinding sunlight. Oh! Now why would he do that? Most peculiar. What on earth? They're coming! They're coming! Daphne's really fascinated by animals. Lots of the short stories look at the boundaries between the human and the animal. The Blue Lenses is one of her most terrifying stories, where the main character, Marda West, has these blue lenses fitted to her eyes, and all of a sudden she can see more clearly than she could see before. Her favourite nurse, who she really trusted, has suddenly become a snake. Her husband's become a vulture. And of course, the twist in the tale is that when the lenses are changed and the supposed problem has been corrected, when she then looks in the mirror, she sees herself as a deer, as some kind of sacrificial victim. À la fin de l'été 52, Gertie est hospitalisée. Daphné a un mauvais pressentiment. Le 6 septembre, la nouvelle arrive à Menabili. À 54 ans, Gertie a été emportée par le cancer. Cloîtrée dans sa chambre, Daphné écoute à la radio des témoignages bouleversants sur sa Gertie. Elle apprend aussi qu'elle a été inhumée, vêtue de sa crinoline rose. Que Marlène Dietrich a assisté à la cérémonie et que pour rendre hommage à la comédienne, pendant 3 minutes, Broadway a été plongé dans l'obscurité. Daphné est prostrée. Tommy et les enfants ne comprennent pas que le décès de la comédienne puisse l'affecter à ce point. 10 jours plus tard, Daphné confie à Hélène: Je ne pouvais pas parler avec elle comme avec toi, bien sûr. Mais elle était si chaleureuse. Et tellement généreuse, si tu vois ce que je veux dire. Que je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse exister une autre personne comme elle sur Terre. Pour la première fois, les longues journées pluvieuses et solitaires à Menabili pèsent sur Daphné. Elle a 45 ans, son écriture devient plus laborieuse et elle se trouve vieillie. Les week-ends avec Tommy, lui aussi déprimé, sont d'un ennui mortel. Pour tenter de comprendre pourquoi elle n'arrive pas à sortir de sa dépression, elle s'intéresse à la psychanalyse et lit Carl Jung. Elle réalise alors que son inconscient, sa personnalité numéro 2, effrayante et incontrôlable, est justement la source de son inspiration. Nous sommes doubles, comme tout le monde. Chacun a un côté sombre. Mais lequel l'emportera? Comment Tommy et moi allons-nous sortir de cette épreuve? Grandis, je pense. In The Scapegoat, she really shows this better than in any, more obviously than in any other of her works. John and Jean. These are two parts of the same person. And she believes that the novel is about trying to put those two back together again, to mend them, if you like, which at that stage in her life she desperately needed, but never quite achieved. Dès la sortie du bouc émissaire, la MGM en achète les droits. Les rôles principaux seront interprétés par Alec Guinness et Betty Davis. Mais Daphné est déçue par le scénario et décrète d'emblée que le film sera un échec. Quelques jours plus tard, alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leur 25e anniversaire de mariage, Tommy s'effondre. Elle prend son train, elle arrive à Londres, elle arrive dans une clinique, et là, elle trouve son mari complètement prostré. Et elle rentre dans l'appartement londonien, le téléphone sonne,
Et c'est une femme qui lui dit vous êtes Lady Browning, votre mari va très mal, je suis la maîtresse de votre mari, et tout ça c'est à cause de vous. Il est hors de question de divorcer. Daphné quitte Menabili plusieurs mois pour aller soigner son mari à Londres. Mais elle n'accepte pas d'être une femme trompée. Elle, qui culpabilisait tant d'être infidèle, se sent terriblement humiliée. Lorsque Tommy peut reprendre ses fonctions à Buckingham et que Daphné revient à Menabili, elle est au bord du gouffre. After all that Daphne was doing to really set right her life in the late 1950s, when all this had happened, she writes to a friend, and these are her words, "The dark side has not yet been destroyed. We must be patient. I don't want to resurrect Rebecca," which really, at her wit's end, it is Rebecca, once again, that she is concerned not to resurrect. And the reason she's concerned is because she's terrified that Rebecca, as she put it, was returning to her and that she would turn back into Rebecca and that her husband would kill her as Maxim had killed Rebecca. La santé de Tommy décline de jour en jour. Ils font encore quelques sorties en mer et retrouvent une certaine complicité. En 1965, à l'âge de 69 ans, Tommy meurt. Pour Daphné, c'est un choc. Son chagrin est immense. Elle est rongée par le remords, se reproche son égoïsme et de l'avoir laissée seule à Londres, alors qu'elle était en proie à ses obsessions amoureuses. Quand il est malade, au fin de sa vie, elle était magnifique. Elle s'occupait de lui, elle fait tout ce qu'elle pouvait faire pour lui. Et quand il est décédé, elle était vraiment tellement triste. Et elle a resté dans les vêtements noirs et blancs pour un an, comme ça. Oui, elle pensait beaucoup à lui. Pendant cette période de deuil, la seule pensée qui la réconforte est sa conviction que Tommy l'attend quelque part. Elle écrit pourtant une autre série de nouvelles, parmi lesquelles Don't Look Now. J'ai toujours été fascinée par les phénomènes paranormaux. Bien que je ne sois pas médium moi-même, je n'ai jamais rencontré de fantômes et je ne tiens pas à communiquer avec l'au-delà ou rien de ce genre. Mais je suis convaincue que la perception extrasensorielle existe. J'aime appeler cette faculté le sixième sens. C'est une façon de voir et d'entendre entre perception et intuition qui permet de saisir d'une manière indéfinissable ce qui nous échappe. Beaucoup de mes nouvelles possèdent une dimension paranormale, notamment bien sûr Don't Look Now. L'idée m'est venue à l'esprit lors d'un séjour à Venise. Dans ce labyrinthe de canaux souvent étroits, on emprunte des venelles, des ponts et d'autres passages assez angoissants avant d'arriver à San Marco. Et en m'y rendant un soir, j'ai cru apercevoir un petit enfant en train de courir le long d'un canal et j'ai trouvé cela sinistre. Peu après la mort de Tommy, Daphné a dû quitter son cher Menabili. Elle a emménagé à Kilmarth, également sur le domaine des Rachley. Lorsque la BBC la sollicite pour une interview, contre toute attente, elle accepte. C'est une des rares apparitions de Daphné du Maurier à la télévision. En arrivant chez elle, le journaliste est tendu. Il sait que c'est un grand privilège. Now, there's that lovely portrait of Tommy done by Gerald Kelly when he was about 25 years old, adjutant at Sandhurst. Which was his regiment? Grenadiers.
That's me at 15. Who did that? Harrington Man. Now, here's my bedroom. Lovely view. Is that your working desk? That's my bill desk, hence the litter. Oh, the chores. The chores desk. And here's my view. Marvellous view. Compensations. This seems a large house for just one person. Oh, no, it isn't really frightfully big, you know. Well, I'll show you around afterwards. 65th year. Are you aware of any decline in the working powers? 64. I suppose one should begin to decline a bit. Obviously, what one writes today isn't as fresh as it was when I was 21. I mean, one goes through different phases. But I'm not aware of sort of awful decline, kind of aching bones in the head, you know. Do you think there is such a thing as a height of one's powers for a writer? Does a writer reach a certain kind of high point in their life? Oh, I don't know. I believe writing's a thing you can go on doing right up to 80. I mean, look at Agatha Christie. For instance, I mean, when you wrote Rebecca, you were, what, in your very early 30s? Yes, but, I mean, that was just a phase, Rebecca was, and that happens to have been the most popular. It isn't, to my mind, the most mature by a long shot. Now, Wilfred, here we are in the old kitchen, which is now my archive room. Oh, yes, these are all the manuscripts. All the great works. Glass Blurs. Glass Blurs, Gerald, Jamaica Inn, Rebecca. Rebecca. This is the actual manuscript of Rebecca. Look at the faded old note. This was your original typescript. Yes. No, it is. Last night I dreamt I went to Mandalay. Look at the Again. immature handwriting. Yes. Because I was rather immature, you know, all those years ago. And Rebecca scribbled on the top. That's quite something. Well, we'll leave that that's there. that. Yes, we can. Lorsqu'on lui dit que les fondations de Quilmins datent du XIVe siècle, elle se passionne pour les précédents occupants, une jeune femme, Isolde, et un chimiste dont elle a retrouvé les fioles dans la cave. En quelques mois, elle écrit « La maison sur le rivage ». And actually, that is one of the best books she ever wrote. Being in bookends here over the years, you always think people will say, oh, my favourite was Rebecca, or, you know. But in actual fact, more people say The House on the Strand is their favourite book than any other. It's a masterpiece, it's brilliant. Après 25 ans sans avoir pris le volant, son besoin d'indépendance l'encourage à repasser son permis de conduire. Daphné voyage avec ses filles et découvre la joie d'être grand-mère. Elle est nommée dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Après La maison sur le rivage, Daphné écrit des biographies et un livre sur la Cornouaille avec son fils. Mais elle aura beau visiter des lieux chargés d'histoire, s'astreindre à des horaires de travail stricts, aucun mystérieux personnage ne viendra plus troubler ses pensées. Rebecca a disparu. Au printemps 1989, Daphné arrête de se nourrir. Un après-midi, elle va saluer une dernière fois ses proches et son cher manoir de Menabili. Le soir venu, elle se couche sans déroger à ses habitudes. Le lendemain matin, elle est retrouvée morte dans son lit. À 81 ans, Daphné du Maurier a rejoint son monde imaginaire. Old evil, loose my chains and let me rest where I am best, here in the muted shade of my own dust. But if I must go wandering in time and seek the source of my life force, lend me your sable wings, that as I fall beyond recall, the sober stars may tumble in my wake for Jesus' sake.